Bonsoir, nous sommes le mardi 24 mai. Merci de nous rejoindre pour ce journal de 18h. Et on commence cette édition dans les cantines des écoles en France. Près d'un tiers des plateaux de nourriture finit à la poubelle. Alors, pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, les cantines se mobilisent. C'est le cas à Chauchet, dans le bocage vendéen. Depuis avril, l'école élémentaire a mis en place un dispositif zéro gaspille. Les enfants se servent eux-mêmes en fonction de leur faim. Avec 200 repas servis chaque jour, cette méthode permet de réduire par 4 le volume de déchets alimentaires. Colline Davy. Mission zéro déchet. La nouvelle cantine anti-gaspi s'est installée le 25 avril au restaurant scolaire de Chauchet. Le personnel ne sert plus les enfants à table, ce sont eux qui se débrouillent comme des grands. Tu prends tes couverts, ensuite tu vas à ta table, tu prends ton entrée, tu vas voir Mireille pour qu'elle te serve, et puis après tu vas débarrasser ta table. C'est bien, parce que ça nous fait plus grande, parce qu'avant on croyait qu'on était plus petits. J'aime bien le fait de servir toute seule parce que tu peux choisir. Premier objectif, réduire le gaspillage alimentaire. En moyenne, 110 grammes sont jetés par enfant et par repas dans les établissements scolaires. Avec ce nouveau programme, ce chiffre tombe à 25 grammes. Un plaisir pour l'équipe de cuisine. Nous, on ne cuisine pas pour mettre dans les poubelles, donc déjà, c'est valorisant. Quand on a de la nourriture qui n'est pas sortie des frigos, on peut la représenter en triple choix le lendemain. Donc du coup, l'enfant, ça lui donne encore un choix supplémentaire et ça évite le gaspillage. Deuxième atout, responsabiliser les enfants. Le quoi, toi, tu le redis pas, le poulet ? Ici, chacun se sert selon ses envies, mais avec toujours le but de finir son assiette. Alors Mission Zéro, c'est responsabiliser les enfants sur le gaspillage et les rendre autonomes par rapport effectivement à leur choix de menu. Donc s'ils ont faim, ils en prendront un petit peu plus. Par contre, l'objectif, c'est qu'effectivement, quand ils arrivent au niveau des déchets pour débarrasser leur assiette, c'est qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de l'assiette. Un projet mis en place par Restoria et soutenu par la mairie avec un timing parfait. On a donc considéré que c'était intéressant puisque ça permettait de responsabiliser les enfants, de leur donner plus d'autonomie. C'était aussi l'occasion, comme le restaurant était tout neuf, de mettre en place cette manière de procéder. Pour l'instant, seuls les élèves de primaire sont concernés, mais les maternelles pourraient aussi se prêter au jeu. Un essai avec tous les enfants sera d'ailleurs probablement mis en place avant la fin de l'année scolaire. Comme chaque jour, je vous invite à découvrir les candidats aux élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Focus aujourd'hui sur ce nouveau parti Vendée Écologie. Ils sont 3 candidats à se présenter. D'abord, Ninon Gréau, cette étudiante en sciences et politique de l'environnement est candidate sur la 2e circonscription. Benjamin André, lui, se présente sur la 3e circonscription et il est étudiant en droit de l'environnement, tout comme Théodore Babary, candidat sur la 4e circonscription. Âgés de 22 et 23 ans, tous les 3 font de l'écologie leur priorité. Notre génération vivra demain les conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui. Mais c'était aussi Vendée Écologie, le pari de montrer aux jeunes que ce levier politique qui est extrêmement important, ils peuvent le saisir. C'est possible, on est 3 candidats de 22, 23 ans. On a réussi à arriver jusque-là et à porter nos idées en faisant du tractage, du collage, finalement en ayant une certaine vision dans les médias aussi. Donc c'est possible que les jeunes portent ces enjeux sur le plan politique. Là, c'est faire de l'écologie du quotidien, en faire de l'écologie dogmatique. Donc ça passe par plein de choses qui peuvent paraître simples, mais revoir nos transports, revoir notre système de l'agriculture, remettre du bon sens tout simplement, anticiper le réchauffement climatique qui va arriver, sans en avoir peur, mais en considérant effectivement que c'est un obstacle que nous devons franchir. On parle évidemment de toutes les problématiques vendéennes aussi, les déserts médicaux, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'accès à la formation supérieure qui est plus difficile de fait, nous sommes un département rural. Donc toutes ces choses-là se retrouvent dans notre programme. Ce qu'on aimerait faire avec Vendée Écologie, c'est déjà agir concrètement pour le logement parce que les jeunes vendéens ont beaucoup de mal à se loger, mais pour l'enjeu environnemental, on ne peut pas non plus venir créer des nouvelles surfaces bitumées toute la Vendée. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà reprendre les logements vacants. Il y en a environ 5% en Vendée. Et bien déjà, on pourrait loger 5% de personnes de plus en Vendée. Et pour tous ces jeunes
Vendéens travailleurs, ça serait déjà une nouvelle offre intéressante. Il va falloir agir sur le logement. Pour ça, nous, on veut implanter un centre de soins en Vendée pour rapprocher les Vendéens qui souhaiteraient faire des études de médecine de leur centre de formation. Dans le reste de l'actualité, la 7e vague revient cette année à Bretignolles-sur-Mer du 26 au 28 mai. Après 2 ans mis en sommeil, le festival de musique est aujourd'hui très attendu du public. D'autant plus que cette année, la 7e vague fête ses 20 ans d'existence. Alors pour l'occasion, l'organisation a prévu quelques surprises. Écoutez. On vous rajoute un soir pour les 20 ans. Donc ça, c'est la surprise. Donc on commence dès le jeudi soir avec un feu d'artifice avec Juste Shiny, Eddie de Préto, feu d'artifice et Ayam. Donc voilà qu'on s'attend déjà pour le jeudi soir. Et le vendredi et le samedi, on retrouvera Martin Solveig, Scapé et Dan Akil. L'esprit, c'est de faire la fête pendant 3 jours, d'être festif et d'apprécier ces groupes-là. Nous avons aussi un grand écran aussi cette année qu'on n'avait pas les autres années, qu'on va mettre entre les 2 scènes, un écran géant. Et puis d'autres surprises qu'on laisse découvrir aux festivaliers pendant ces jours-là. Ça y est, le printemps est déjà bien avancé, c'est donc le moment de la cueillette des plantes sauvages et certaines plantes du jardin présentent des vertus pour la santé. Alors pour en découvrir certaines, nous sommes allés à la rencontre d'Yves-Patrick Gendron. Il est producteur herboriste à la ferme de la Vergne à La Roche-sur-Yon. Sa spécialité donc les plantes qui nous font du bien. Une rencontre signée Grégoire de Châtillon. C'est la récolte du laurier sauce. Ses atouts, vous facilitez la digestion avec en prime une diminution des flatulences. À côté, les petites ombrelles blanches du sureau fleurissent un peu partout en ce moment dans nos campagnes. C'est le bon moment là aussi pour une récolte sauvage. Souvent, le moment où les animaux viennent butiner, c'est un jalon, c'est la preuve qu'on peut commencer à récolter les plantes. Connu depuis la nuit des temps, le sureau est gorgé de bienfaits pour la santé. À Yves-Patrick d'assembler ensuite ces merveilles de la nature pour de prochaines tisanes. Ici, dans sa pièce de stockage, de la lavande, de la sauge, problème hormonal, fatigue, sensation de pieds lourds, qu'elle soit sauvage ou cultivée, Yves-Patrick travaille sur environ 25 mélanges. Donc là, nous avons de la catère ou de l'herbe à chat. Ici, nous retrouvons de la verveine. Ici, nous pouvons voir du fenouil bronze. Et puis ici, nous avons de l'estragon. Yves-Patrick n'est pas herboriste, enfin presque. Depuis 1941, la vente des plantes médicinales n'est réservée qu'aux seuls pharmaciens. Lui est producteur herboriste. En tout cas, ce métier correspond bien à sa nature. Au début, ce n'est pas un hobby que j'ai transformé en métier, c'est vraiment une recherche de vérité intérieure qui m'a amené à travailler avec les plantes. Le retour à la nature, aux vertus des plantes, fait de plus en plus d'adeptes. Être producteur herboriste est en plus une activité sans fin. À 90 ans, je pense qu'on apprend encore de nouvelles choses, d'autant plus que le matériel botanique, il est mondial, il est universel, et les plantes que je maîtrise aujourd'hui chez moi ne sont pas celles que je maîtrise dans un autre environnement. Et aujourd'hui, le changement climatique pose la question d'accueillir de nouvelles plantes, de faire des échanges de plantes, et donc ça veut dire encore de nouvelles connaissances, parce que c'est travailler avec de nouvelles espèces. Les tisanes d'Yves-Patrick Gendron sont à retrouver sur place, dans le magasin de la ferme de la Vergne ou bien au marché des Halles de La Roche-sur-Yon tous les samedis matins en présence du producteur herboriste. En voile, Marie Gendron vient de se rendre dans l'entreprise Éole Performance. La skippeuse bretonne est en pleine préparation de la Mini Transat 2023, mais aussi de son voilier. Et le maître d'œuvre n'est autre que Benjamin Dutreux. Il vient de développer ce prototype que vous voyez en image. Il fonctionne à partir de fibres de lin. Marie a fait le choix d'avoir un bateau avec un bonnet rond et puissant et qui est surtout super fiable. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'on voit les dernières courses ont été gagnées par le même bateau que celui-là. Donc voilà, en dehors de ce côté éco-responsable avec l'utilisation de la fibre de lin, c'est un bateau qui est plein de technologie
Et c'est vrai qu'on a voulu y implanter, en plus de la notion de performance, une notion d'éco-responsabilité. Et voilà, Marie, elle a fait le choix de pouvoir perdre 5 kilos du poids de son bateau pour y implémenter de la fibre de lin. Donc forcément, la fibre de lin, ça devient plus lourd parce que c'est moins solide que du carbone, pour faire simple. Donc forcément, il faut qu'on en mette un peu plus. Et donc voilà, il y a quelques éléments du bateau non structurels qui ont été fabriqués en fibre de lin, quoi. Alors, la première vie de ce bateau, ça va être de se qualifier déjà pour la Sable les Açores qui a lieu cet été. Donc il y a des courses à faire dans un premier temps, notamment la Fastnet qui part au mois de juin. Et après la qualification de la Sable les Açores, il y a suffisamment de milles après pour participer à la Mini Transat en 2023. Autre sport, mais sur terre, cette fois-ci, le Palais-Fonte. Samedi, la ville des Herbiers accueillera la 16e Coupe de France de Palais-Fonte. Un sport typiquement vendéen qui se joue à l'aide d'un palais et d'une plaque en plomb. Cette compétition, ouverte à tous, rassemblera près de 800 joueurs parmi les meilleurs du pays. On a 17 départements qui sont représentés à ce jour, donc c'est quand même important. Il y a des gens qui vont venir d'assez loin. Tous les joueurs de Palais vont, dans la matinée, dès 9h le matin jusqu'à 12h, 13h, faire ce qu'on appelle des parties qualificatives. On va jouer complètement au hasard contre des adversaires qu'on ne connaît pas, enfin que par tirage au sort. Et puis dans l'après-midi, eh bien, nos 64 meilleurs joueurs, d'abord, eux, vont continuer à se battre pour vraiment le titre de la Coupe de France. De 64, on ne restera plus que 32, puis 16, et 8, et 4, et 2, et forcément le grand vainqueur de la Coupe de France. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, demain matin dès 7h avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.